préparer le débat, comment est-ce qu'on peut essayer de poser quelques questions transversales qui sont de l'ordre, qui peuvent servir l'objectif de faire système, bien entendu en donnant à chacun des intervenants la possibilité de dérouler sa pensée, dérouler son action, et en même temps d'essayer de trouver des points communs. Alors, je leur ai dit, moi, ma première question, c'est est-ce qu'on peut faire système sans travailler ensemble le rapport théorie-pratique? Est-ce qu'on peut faire système sans parler ensemble du rapport théorie-pratique? Il me semble qu'un des points communs que vous pouvez avoir les uns et les autres, il me semble, et vous le déroulerez, c'est que vous partez du terrain. Voilà. Alors il y a des gens que je connais plus que d'autres, mais Michel, par exemple, tu viens de terminer un rapport où tu dis il y a 4 types de coopératives à créer pour transformer, pour faire système. Isabelle, je l'ai entendue plusieurs fois, et notamment à Cerisy cet été, elle raconte très bien, et elle explique qu'il y a de multiples initiatives partout, et que pour faire système, il faut les relier. Donc ça part du terrain aussi. Patrick, on a vu qu'il est impliqué dans des associations, dans des projets innovants. Il participe à un projet qui s'appelle j'ai toujours un écosystème, avec 2 O. Donc ça part du terrain, ça aussi. Christine, pardon, je connais moi Christine, mais elle travaille à faire convergence. Donc j'imagine qu'elle parle aussi, en tout cas de la réalité humaine. Voilà. Et William, bah oui, il part aussi. Donc, si vous voulez bien, on va commencer comme ça. Est-ce qu'on peut faire système sans réfléchir au rapport entre théorie et pratique, et comment vous travaillez avec cette question du rapport théorie-pratique? Alors, on va le faire par ordre alphabétique, au moins pour démarrer. Michel, je te donne la parole. Oui, alors peut-être justement, quand j'ai commencé mon approche il y a une quinzaine d'années, c'était justement le pari de créer une théorie sur la base de l'existant, c'est-à-dire pas ce qu'il faudrait changer, mais ce que déjà des milliers, voire des millions de personnes sont en train de faire changer dans leur pratique de tous les jours. Et c'est un peu basé sur une idée de forme de germe. Je travaille surtout en anglais, donc seed forms. Et juste aujourd'hui, je lisais un article sur le New Deal. Donc en gros, le système qui existait avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un système qui tenait presque pas compte du social. Donc c'était une domination du capital sur le travail pratiquement complète. Et donc il était challengé par le fascisme et le communisme comme 2 systèmes qui voulaient réorganiser le monde social, qui voulaient donner des réponses à ce manque. Et donc, quand Roosevelt a installé le New Deal, c'est pas du tout lui qui a inventé les réformes. En fait, il a simplement regardé ce qui existait, ce que faisaient les gens comme réponse à la grande crise des années 30. Et donc, c'est basé sur ces formes de germes des vraies communautés sociales aux États-Unis qu'il a instauré le New Deal, qu'il a mis en échelle ce qui était marginal, ce qui était émergent. Et donc il a créé la nouvelle norme qui est devenue l'État social. Et en Angleterre, c'est pareil, donc le système de Attlee, le Premier ministre après Churchill, il a repris une mutualité qui existait au Pays de Galles, et c'est devenu le système social, je crois que c'est le système Leverage, qui est devenu la sécurité sociale anglaise. Et donc aujourd'hui, c'est exactement pareil. Donc c'est-à-dire ce que moi je propose de faire, et ce que je fais dans mon travail, c'est de regarder quelle est la logique sous-jacente des projets qui sortent du système en crise.
Et ça me paraît assez logique, si vous pouvez peut-être aller dans le même sens. Donc, c'est-à-dire que si un système est en crise systémique, ça me paraît logique que les solutions aux problèmes de cette société vont être exemplaires d'une autre logique. Une logique qui va apporter des solutions. Et donc le grand challenge aujourd'hui, c'est deux choses. Je parle déjà peut-être trop longtemps. Non, ça va. Donc c'est de combiner en fait protéger le social, puisque même le social aujourd'hui est en danger, donc protéger tous les acquis des grandes réformes du système social qu'on a obtenues après la Deuxième Guerre mondiale, tout en ajoutant une couche qui n'existe pas encore et qui est évidemment l'écologie. Donc en fait, le grand challenge aujourd'hui, c'est de créer un système social qui en même temps protège la population, crée l'autonomie, etc., mais qui puisse vivre à l'intérieur des limites posées par la nature et la planète. Donc pour moi, c'est le grand challenge. Et donc pour parler peut-être juste un peu de complexité, donc en bref, donc les systèmes complexes adaptifs changent, pas d'une façon linéaire, mais par ce qu'on appelle en anglais punctuated equilibrium, si vous voulez bien traduire pour moi, donc équilibre ponctué, peut-être. Donc c'est-à-dire qu'ils changent en fait par le chaos. Donc la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était le chaos pour le système qui existait avant. La guerre, la Révolution française et les guerres napoléoniennes étaient le chaos pour le système mercantile qui existait avant. Et donc aujourd'hui, on est entré depuis 2008 dans cette période de chaos. C'est-à-dire que tout ce qui nous tenait ensemble est en train de se délabrer et on doit trouver des nouvelles structures sociales, écologiques, relationnelles qui vont refaire système. Alors je termine juste pour dire que voilà, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir, et c'est ça qui ne se fait pas encore aujourd'hui, qui doit se faire, on voit les gens qui sont en train de changer le système alimentaire. On voit les gens qui sont en train de changer le système énergétique. On voit les gens qui sont en train de changer la mobilité. Et tous ces gens se parlent presque pas. Et c'est pour ça peut-être que des lieux comme ici sont aussi peut-être des lieux où ce genre de faire système. Donc il faut ce dialogue entre les gens qui ne se rendent peut-être pas compte qu'ils sont en fait dans la même lutte et dans la même construction. Que la logique sous-jacente de leur effort est une logique, je pourrais en parler beaucoup plus, je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une logique sous-jacente qui représente pour moi ce que j'appelle l'économie des communs et qui est différente de l'économie qu'on a aujourd'hui et qui est en train de se fabriquer, qui ne va pas venir tout seul, mais il y aura des moments de crise où tous les gens ici qui sont en train de refaire le monde ne resteront pas dans l'émergentalité, mais deviendront en fait la norme nécessaire pour une société future. Merci Michel. Il faut prendre le temps, on n'est pas stressé. Je note, moi, d'abord merci, je trouve. Ça répond exactement au type de questions qu'on a en tête. On garde pour plus tard ce que tu as dit là, il faut le dialogue. Parce que ça des fois ça ne décrète pas. Quoi. Donc on le garde pour plus tard. Parce que vraiment d'emblée, on se dit que celle qui doit prendre la parole juste après, c'est Isabelle de la Loi. Parce que ça résonne, non? Ce que tu as dit, Michel. Merci. Alors, j'aime beaucoup, c'est drôle parce que théorie et pratique, en fait, tu as commencé, Michel, par le pari, c'était de faire une théorie à partir de l'existant. Et en fait, moi, j'avais fait une théorie sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que ça a été une découverte. Et justement parce que j'avais une question donc comme on l'a dit, j'avais écrit le film Home de Yann Arthus Bertrand. Ça m'avait permis de rencontrer tous les scientifiques, les grands scientifiques que je lisais, du climat, de l'océan, de la biodiversité, et en les faisant sortir de la réserve scientifique, eh bien, il était clair qu'on devait avoir changé, passé à une société, une économie au niveau mondial qui allait décroître fondamentalement ses impacts sur les équilibres écologiques à partir de 2020. 2015 et 2025 selon les plus pessimistes ou les plus optimistes. Et nous, on avait retenu la date de 2020, on a dit dans le film en fait.
Mais surtout, je me dis, mais c'est avoir changé mondialement, on ne peut partir que d'existant. On ne peut partir que d'existant, on ne va pas sucer son crayon en se demandant mais quelle serait la société idéale, quoi. Et en plus, moi, je suis incapable de ça. J'ai besoin de... Je suis une ingénieure, je parle du technique. Et c'est assez passionnant comment, en effet, en partant de l'existant, idem, j'ai trouvé une logique sous-jacente. J'ai d'abord cherché des systèmes qui... Moi, ma question n'était que écologique au départ. Je me disais, le social me passionne. Hein. Enfin, je veux dire, ça a été une des raisons de mon engagement fondamental. Mais je me disais, il y en a d'autres qui sauront s'en charger. Et en cherchant les systèmes qui, structurellement, diminuaient leurs impacts sur la planète productive et économique, donc tout en produisant et qui trouvaient leur marché, puis d'autres systèmes qui régénéraient les écosystèmes vivants tout en produisant un truc incroyable. Parce que vous produisez, vous régénérez les écosystèmes vivants, comme la permaculture, comme l'agroécologie, et l'homme, là, devient une espèce positive pour la planète dans ces systèmes-là. Et donc, je découvrais ces deux grands types de systèmes et qui, en fait, étaient partout sur la planète, et je suis partie que des cas concrets. Et puis, il y avait les fausses bonnes solutions et les vraies bonnes solutions. Alors, j'ai cherché à différencier, en fait, ceux qui donnaient vraiment ce qu'on cherchait. Je suis tombée sur 6 principes. Et puis, avec ces 6 principes, je découvre un jour l'économie du père à père de Michel Bowens, ainsi que l'économie contributive aussi de Bernard Stiegler. Et là, en fait, on tombe sur les mêmes principes. Et pas dit de la même façon, mais en fait, toute l'économie du père à père se décrit aussi selon ces principes. Et là, je me rends compte aussi que la gouvernance des communs d'Elinor Ostrom peut s'écrire selon les mêmes principes et que j'avais mis à jour. Et les structures juridiques des coopératives. Et qu'en fait, on avait une économie complète qui était née. Absolument pas dans une cohérence incroyable. Une unité de temps aussi assez incroyable parce que ces systèmes ont émergé ou réémergé vraiment depuis 50 ans. Et qu'en fait, on était en train de transformer le monde. Il y a eu cette phrase, il n'y a pas longtemps, de Sophie Redbeller, qui est, chaque fois je dis mal son nom, je suis désolée, qui est la biographe du Dalai Lama, qui dit « Je ne sais pas si nous pourrons changer le monde, mais nous sommes le monde qui change. » Et je crois que nous sommes le monde qui change. Et on change vraiment selon une autre façon de faire. On retrouve les communs, qui sont finalement l'organisation la plus ancienne de l'humanité. Et en plus, pourquoi je l'ai appelé l'économie symbiotique? Parce que quand ça s'assemble, ça rentre en synergie et on devient un symbiote de la planète. On peut être une espèce positive pour le vivant. Je ne vais pas m'étendre non plus. Et ce qui est fondamental entre théorie et pratique, c'est que je pense que j'aurais pas pu le formaliser si ça n'avait pas été une découverte. Parce que si on s'est vraiment trompé de vision du monde, et je pense que l'état dans lequel est notre planète aujourd'hui, l'état dans lequel est notre société, l'état dans lequel nous sommes, nous, individus de ces sociétés, est tellement désastreux que on peut dire que nous avons besoin de changer de vision du monde. Et partir de présupposés, partir d'une hypothèse, une hypothèse elle est toujours formulée dans un paradigme existant. Et donc, je crois qu'il n'y a que la pratique aujourd'hui, les nouvelles choses, la réalité qui peut nous interroger, qui peut nous permettre de découvrir du nouveau. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec l'économie symbiotique. Et ce qui est clair aussi dans nos mouvements, c'est que tous les théoriciens sont des praticiens. Et que nos domaines ont, pour la plupart, échappé à l'académie, en fait, à la recherche académique classique. Et enfin, maintenant, on commence à s'y intéresser. Et donc, pour la plupart, on est des chercheurs autonomes. Et c'est là où je pense qu'on invente vraiment, on met à jour, on n'invente rien en fait, on met à jour des choses, des structures sous-jacentes de nos sociétés, en effet nouvelles, radicalement, à la racine, nouvelles. Merci. Merci Isabelle. Moi j'ai noté
Nous sommes le monde qui change. Et je me demande toujours qui est le nous. Et on y reviendra peut-être. Parce que moi, le tutoiement, il vient. Ça va? Je peux? Ok. Parce que voilà, nos mouvements, nos domaines. Et je me demande toujours, et nous? Et tu disais, avant qu'on démarre, on fait déjà système entre nous. Ouais, mais. Et avec les autres. William, quand tu as démarré ici, il y avait d'abord des gens qui venaient d'ailleurs que de Paris, d'ailleurs que de France. Comment t'entends ça, toi? Nous sommes le monde qui change. Il a un micro. Tu veux le mien? C'est bon, il fonctionne. Depuis la perspective, alors moi c'est une perspective très terrain et pas du tout théorique, hein, mais on est parti d'un petit territoire avec clairement un grand nombre de personnes en situation de grande exclusion, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, hein, on a quand même beaucoup de sans-papiers, beaucoup de migrants, mais aussi la grande précarité française. Et clairement, je pense qu'aujourd'hui la société malheureusement excelle à créer un sentiment d'impuissance, de dépossession. Et la magie de ce type d'opportunité, comme on a pu l'avoir ici, ça a été justement d'essayer de reconstruire un sentiment collectif, créatif, pour permettre aux personnes qu'on héberge et qu'on accompagne de se ressaisir, et ça en cœur de ville, des différentes opportunités qui étaient créées par ce type de site. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé sur comment créer le désir, l'envie, comment valoriser les compétences des personnes qu'on avait ici, comment créer des espaces de rencontre. Et c'est voilà, une expérience très pratique qui a permis de tester un peu l'importance de décloisonner, le décloisonnement des différents secteurs dans lesquels on travaille, parce que au niveau du travail social, on est très cloisonné, hein, et le fait de s'ouvrir au monde de l'architecture, de l'urbanisme, au monde artistique, c'est ça qui a permis de créer voilà, de sortir de notre spécialisation sociale, qui est très descendante, très verticale. Et ça a été une expérience assez phénoménale. Le fait de partir du très local, moi j'y crois beaucoup. Ici on avait plus de 1000 personnes qui travaillaient au quotidien, les 600 personnes qui venaient, qui étaient hébergées ici, plus le grand public. Et on est parti de choses très concrètes. On a une cagnotte, comment on fait pour dessiner ensemble. Ça c'est la chose la plus difficile qu'on ait eu à faire. Et on n'est pas arrivé, on a plein de conflits. Enfin voilà, on fait communauté aujourd'hui, mais on continue à avoir de multiples tensions. Et c'est normal, et c'est bien. Mais le fait de partir de choses très concrètes, voilà, c'est là où ça nous a permis de faire système autour de ces différentes problématiques. Et tu montes à la théorie? Alors ma théorie, je n'en ai pas, c'est juste qu'il faut partir du basique et du terrain et puis créer la rencontre. Ok, et quand tu recommences, parce que là tu es plus au Bon Voisin. Bah, aujourd'hui on a ouvert un nouveau site. Et c'est la même chose ou... C'est exactement la même chose, dans le 16e arrondissement. Donc on s'est un peu basé. Et c'est une ancienne caserne qu'on a récupérée pour 3 ans, avec les mêmes principes d'ouverture sur le voisinage. Donc, évidemment, on n'a pas été très bien. Enfin, je ne vais pas dire qu'on a été mal reçus, mais on a été reçus avec beaucoup de craintes. C'est un centre avec 350 personnes hébergées, des demandeurs d'asile, des réfugiés, des familles à la rue. Et donc, toute l'expérience qu'on est en train de revivre, mais sur la base de ce qu'on a vécu au Bon Voisin, c'est comment créer la rencontre entre les associations et les structures installées sur place. Donc on a beaucoup d'artisans du 16e, beaucoup d'artistes qui ont pris des espaces de bureaux, nos 350 hébergés et le voisinage. Et on a ouvert des interfaces avec le public, restauration, un Reaper Café, une ressourcerie, un pôle vélo. Et l'objectif c'est d'utiliser un maximum d'excuses pour créer le faire ensemble
Et on va utiliser des choses très basiques comme la cafette mobile, en gros les espaces de restauration, la culture et le sport, c'est quand même les choses qui marchent le mieux. Ok, merci William. Alors du coup, est-ce que c'est ça l'intelligence collective, Christine? Et on essaye de garder en tête l'idée théorie-pratique, je sais pas. C'est peut-être pas forcément exactement ça. C'est pas ça, oui. Alors du coup, dis-nous. Moi, mon terrain, c'est tout type d'organisation. Donc je suis partie de là. Et aussi les individus. Donc je suis beaucoup entre les individus, les groupes, les collectifs, les organisations. Et ce qui m'a toujours intriguée, c'est comment ça se passe pour changer à l'intérieur d'un individu, dans une relation, dans une équipe, un groupe, une organisation. Et je me suis intéressée à ce qui fait que ça n'avance pas ou que ça ne bouge pas. Et par rapport à ce terrain-là, je me suis aussi intéressée, ça c'est le côté théorique, au changement de société, au changement de paradigme, de civilisation. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il y a une telle inertie. Et donc, c'est par rapport à la complexité qu'on a à relever, par rapport à tous les enjeux qu'on a à relever, et cette capacité à être dans l'inertie quand il faudra se bouger, qu'effectivement l'intelligence collective est un moyen comme un autre, mais c'est une forme de réponse. Mais c'est pas tellement ça. La question, c'est qu'on ne va pas pouvoir relever les défis qu'on a aujourd'hui et arriver à embrasser et gérer la complexité qu'on a si on ne répond pas de façon transdisciplinaire. Intellectuellement, c'est une évidence, mais ça implique de coopérer. Et ça ramène aux humains. Et là, on ouvre un champ tout à fait passionnant, avec les merveilles que nous pouvons être, et aussi toutes les difficultés que nous pouvons avoir d'ego, de pouvoir et autres. Donc c'est cette matière-là qui m'intéresse en particulier, plus tous les biais que nous pouvons avoir, qui nous empêchent d'avancer et du coup de réussir les systèmes qu'on peut avoir conçus intellectuellement et qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre pour des raisons tout à fait particulières. Et on voit que là où ça choque le plus au niveau politique, je le partageais il n'y a pas très longtemps avec Michel, la politique aujourd'hui, enfin quand elle n'est pas celle de liste électorale de démocratie participative, je sais qu'il y a un certain nombre d'acteurs dans la salle qui sont engagés là-dedans, je parle de la politique politicienne. En fait, il n'y a plus rien entre un être qui cherche du pouvoir et un autre être qui cherche du pouvoir. Il n'y a plus d'objet, il n'y a plus la cité, il n'y a plus rien au milieu. Donc c'est deux qui s'affrontent. C'est tellement affronté qu'il n'y a plus de son. Ah non. Donc c'est deux égos qui s'affrontent et qui veulent le pouvoir, mais il n'y a plus la cause commune au milieu, il n'y a plus l'intérêt pour la place publique, pour la cité, pour les autres. Donc c'est pour ça que c'est si virulent. Alors que si on réintroduit ce tiers, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi est-ce qu'on se met au service de la cité, alors on va se rappeler qu'il y a un objet entre deux sujets et on ne sera plus obligé de se battre. Voilà, donc mes centres d'intérêt, c'est de faire l'aller-retour entre le terrain et la théorie sur ces questions-là. Est-ce que ça va? De toute façon, on va avoir le temps des questions pour revenir. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien saisi, mais c'est pas à moi de poser la question là, on y reviendra. Avant qu'on passe pour poser des questions, Patrick, transdisciplinarité, théorie pratique. Transdisciplinarité, j'ai une expérience qui était tout à fait passionnante quand j'étais rédacteur en chef d'une revue qui s'appelait Transversale Sciences Culture. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Edgar Morin, des gens comme René Passet qui était le premier économiste à intégrer la question du vivant dans son approche. Et oui, je pense beaucoup que la transdisciplinarité est essentielle. Mais pour repartir de ta question initiale, théorie-pratique, je voudrais donner un exemple qui est celui des formes d'archipel, notamment l'expérience de ce qu'on appelle l'archipel citoyen Osons les jours heureux. Les jours heureux faisant référence au Conseil national de la résistance et au fait que, alors même qu'on est au cœur d'une période tragique,
le Conseil national de la résistance ne se contente pas d'unifier les maquis, de préparer la libération, ce qui en soi était déjà costaud comme défi, mais aussi se projette dans l'avenir et élabore un programme très ambitieux dont la Sécurité sociale fera le cœur et choisit d'appeler ce programme les Jours heureux. Et pourquoi Archipel? Archipel, c'est un bon exemple du rapport entre des questions pratiques et puis un détour théorique. Les questions pratiques, elles sont au cœur de la plupart de nos difficultés, de nos échanges, c'est-à-dire on constate une formidable créativité, Isabelle l'évoquait également, et en même temps cette créativité, elle a du mal à construire des logiques de reliance. Et toutes les formes de reliance classiques, y compris celles qui sont plus douces de type fédératrice, bon évidemment les formes de reliance de type parti centralisé, ça on est à peu près sûr que ça marche pas, mais même des formes relativement souples et douces, elles ont toujours pour effet que les organisations de base ne se sentent pas reconnues et ont toujours peur d'être absorbées par un pouvoir dominant. Donc on est parti de cette difficulté pratique, et là où on a rencontré un vrai apport théorique, c'est avec Édouard Glissant, le poète martiniquais, qui par ailleurs était lui-même un praticien, parce que la façon dont il a théorisé des formes d'archipel, archipélique, permettait de poser différemment le problème. C'est-à-dire, dans une structure d'archipel, telle que Édouard Glissant l'a théorisée, on peut reconnaître à la fois ce qu'il appelle les identités racines, donc la biodiversité de l'ensemble des initiatives. Et par exemple, dans les mouvements qu'on connaît bien, Alternativa et Attaque, c'est pas la même chose. Colibri, c'est pas la même chose. Les grands voisins, c'est pas la même chose, etc. Et si on dit, oh, mais après tout, tout ça va dans le même sens, sans reconnaître cette biodiversité, ben là, l'effet d'inertie dont tu parles, Christine, elle intervient, parce que c'est pas forcément que ça va entraîner un conflit majeur, mais ceux qui se sentiront pas reconnus dans cette histoire, ben, ils vont s'éloigner sur la pointe des pieds. Donc l'archipel, c'est à la fois la reconnaissance de ces identités racines, mais en même temps la construction de ce que Édouard Glissant a appelé les identités-relations. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, on va construire des éléments de convergence, mais pour construire ces éléments de convergence, il va falloir changer le rapport au pouvoir. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait un pouvoir central. Et de façon significative, ben, le lagon, c'est un lagon vide de pouvoir central, mais où la nature du pouvoir à construire, c'est un pouvoir de création qui va être démultiplié par la coopération. Quand, par exemple, on a aidé Alternativa à faire son tour, il ne s'agissait pas de se faire absorber par Alternativa. Il s'agissait de voir comment chacun apportait une contribution. Quand il y a eu l'université d'été organisée par Attaque et par le CRIP, qui rassemble des mouvements de solidarité internationale, c'était la même chose. On était dans une construction de relations, mais qui faisait bouger aussi les identités racines. Parce que quand la culture de Colibri, qui est très centrée sur la transformation personnelle, rencontre la culture d'Attaque, qui est très centrée sur la transformation structurelle, ça amène aussi les uns et les autres à bouger. Et ce changement de rapport au pouvoir, il introduit un élément clé, et puisqu'on a commencé de parler de l'enjeu politique, moi je crois que c'est très important, et d'ailleurs une des propositions qu'on a faites, c'est celle d'un archipel politique, parce que l'une des clés des obstacles que l'on rencontre, c'est effectivement que tant que le rapport au politique est un rapport toxique, c'est-à-dire un pouvoir à conquérir, qui est un droit à dominer autrui, ce système-là, il fonctionne sur le mode de l'addiction. Parce qu'évidemment, cet élément clé, du point de vue de la motivation, c'est l'excitation d'aller prendre le pouvoir,
la frustration quand ça n'a pas marché ou quand on l'a perdu, et on ne ressort de l'excitation que de la frustration que par une excitation de niveau supérieur. Donc on est dans un système qui est complètement addictif, et plus on monte dans le système, alors en France avec la Ve République, là on a vraiment un système à sélectionner les plus malades, parce que évidemment c'est le désir de pouvoir comme avidité qui l'emporte. Comment ne pas pour autant abandonner le terrain politique? Parce que si on abandonne le terrain politique, bah, ça donne ce qu'on connaît bien. Claire Louvian le rappelait encore récemment, c'est quand tous les dégoûtés sont partis, il ne reste que les dégoûtants. Donc, effectivement, on n'est pas plus avancé. Ah bah oui, mais il y a quand même une réalité. Donc la question, c'est effectivement comment on réinvestit le politique au sein de l'archipel citoyen. On appelle ça la réappropriation citoyenne du politique, mais à partir d'un autre rapport au pouvoir, celui-là même qui est organisé autour de la création démultipliée par la coopération. Et ça entraîne des conséquences très pratiques, et je pense que si on peut avoir un bout de débat ce soir, c'est important, parce que regardez ce qui est en train de se passer. Nous allons re-rentrer au cours des mois et des années qui viennent dans un véritable tunnel électoral en France. On a les municipales, on aura après les départementales, on aura les régionales, puis viendront les présidentielles, puis viendront les législatives. Si on laisse le politique classique s'organiser, non seulement on va avoir tous les effets de rejet ou d'abandon du côté de la société civile, mais à la fin, comme malgré tout, entre le calendrier médiatique, les effets émotionnels de cristallisation, les modes de financement de l'action politique, eh ben, les différents mouvements sociaux, citoyens, etc., ils se retrouvent marginalisés. Ben, l'enjeu, me semble-t-il, c'est de dire comment on construit, nous, la forme de politique, la forme démocratique qui correspond à ce qu'on veut faire. Quelle est la nature de la radicalité créatrice qui met en œuvre ce que nous voulons faire? La forme démocratique, la forme de votation citoyenne, la forme de gouvernance, la forme de construction de désaccords, parce qu'un des enjeux majeurs, c'est faire de nos divergences, voire de nos conflits, une force, alors que pour le moment c'est une faiblesse, etc. Voilà un exemple, parmi beaucoup d'autres, mais où une approche théorique, telle que celle d'Édouard Glissant, nous aide, me semble-t-il, à avancer dans des questions très pratiques. Alors, le nous, tu l'as employé plein de fois, c'est aussi vous qui êtes de l'autre côté des lumières, là, et donc je suis sûre qu'il y a des personnes qui, parmi vous, veulent témoigner, poser des questions. Je vous demande de lever le doigt parce que... Ah voilà. Et qu'est-ce qu'on... Il faut qu'on passe le micro, Guillaume. Oui, hein, parce que sinon on les entendra pas. Ce micro-ci? Si, marche tous les deux. Regardez le micro. Ouais, alors là, il y a une question ici. Est-ce que vous avez la gentillesse de dire qui vous êtes? Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Oui, Yves Accard. Moi, je suis spécialiste en énergie solaire. Alors, je n'aime pas du tout le mot système, sauf le système D. Depuis la nuit des temps, les hommes construisent des systèmes politiques, des systèmes religieux, économiques, toutes les grâces de la liste. Et il n'y a pas de métasystème, en fait, qui serait unique par définition. Donc, comment faire? Alors, ce que je... Voilà, j'ai perdu mon fil. Oui, je n'aime pas le mot système aussi parce que ça s'oppose à deux autres mots que j'adore, par contre. C'est penser et agir en mon âme et conscience. Donc, ne vaudrait-il pas mieux parler d'âme et de conscience plutôt que de système? Parce qu'en fait, vous voulez parler de lien, je suppose. Le lien se fait au niveau de l'âme. Bon, d'accord. En fait, on s'est posé des questions un petit peu comme ça pour l'animation du débat. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la séance inaugurale. Donc, toutes les questions sur faire système, ça passe par quoi, tout ça, et qu'est-ce que ça veut dire, et on n'aime pas ça ou on adore ça. Et ça fait partie du sujet, hein, les co-organisateurs.
Hein? Oui, c'est ça. On est dans la séance inaugurale. Et il n'y a pas d'autres questions? Si, voilà, très bien. 1, 2, on en porte 2, 3 parce que c'est plus sympa plutôt que... Puis en plus, ça peut faire système. Alors, vous n'oubliez pas de dire qui vous êtes, vous serez gentil. Bertrand Seignet, je suis économiste, écologiste. Je vais rebondir sur ce que Patrick a dit à l'instant. Il y a une question qui me taraude en ce moment. C'est est-ce qu'on peut changer de système sans accéder au pouvoir de changer les règles du jeu de façon légitime? C'est une immense question dans l'histoire. On sait qu'il y a un lieu où on peut changer les règles. Ça s'appelle l'Assemblée nationale aujourd'hui. Effectivement, c'est là où on change les règles. Est-ce qu'on peut les changer sans accéder à ça et sans que la population se dise mais eux, ils sont accédés d'une manière complètement illégitime, pourquoi nous, on accepterait qu'eux, ils changent les règles? Un vrai problème de légitimité. Merci. Les organisateurs, l'animatrice a le droit de répondre aux questions aussi, quand ça sera le tour après. J'ai le droit de répondre aux questions moi aussi? Ou je fais que poser les questions? Ah, j'ai le droit, ok. Et il y avait une dame là devant qui avait une question. Elle est où? Ah, il y en a 2? Ok. Guillaume, il est où le micro? Voilà. À vous. Bon, excusez-moi, c'est pas vraiment une question, mais tous les intervenants ont parlé de changement. Et ce qui m'a frappé surtout, c'est que Christine Marceau a parlé à un moment de ce qui empêchait le changement. Mais je pense qu'il est intéressant aussi de voir ce qui aide, ce qui favorise un changement. Et ça, c'est tout le travail de l'école de Palo Alto que j'ai cité ici à maintes reprises et que j'encourage tout le monde à lire, ceux qui ne le connaissent pas encore, sur le changement. Ne pas se tromper de niveau de changement, c'est très important. Et je voulais juste un témoignage aussi, c'est que je fréquente ce lieu depuis le début. Et un jour, avec des amis, nous avons cherché une définition des grands voisins. Et nous sommes tombés d'accord sur la simple phrase « un endroit où les gens sont vivants ». Et du coup, voilà, je suis l'animatrice. Je suis citoyenne du monde, âgée de 81 ans. Bravo. Encore vous, nous, on ira. On prend une série de retours. Hein, voilà. Du coup, moi je trouve que, juste pour rebondir sur votre question à vous, monsieur Laquette debout, moi il y a une phrase de Elinor Ostrom qui est restée toujours dans ma tête, parce que vous savez, quand elle essayait de démontrer que la tragédie des communs, ouais, ça pouvait exister, mais que c'était pas toujours le cas, et elle disait que lorsque les gens, quand ils ont le sentiment que communiquer entre eux leur donne les moyens d'agir sur le système dans lequel ils sont, là, on a des communs qui fonctionnent. Donc, je trouve que quand... qui a dit « il faut le dialogue » C'est qui a dit « il faut le dialogue » C'est toi qui as dit. Ok, ça c'est une... On va pas y répondre maintenant, mais y répondre après. Est-ce qu'on peut décréter le dialogue ou est-ce que il faut travailler pour y accéder? Je ne sais pas. Alors bon, moi je ne sais plus à qui donner la parole là. À tout le monde? Qui est-ce qui veut réagir aux questions qui ont été posées? Christine? Je rebondis sur ce qui m'a été proposé comme interpellation, donc le changement de l'école de Palo Alto, je suis bien d'accord. Et ça faisait partie des choses que je mettais déjà en pratique, ou en tout cas que j'ai vu à l'œuvre. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui freine la transition que nous vivons aujourd'hui. Et ce changement-là n'est pas la seule possibilité de réponse. Voilà, donc il y a des mots-clés comme résilience, etc. Mais il y a aussi des éléments nouveaux qui sont advenus par ce que nous vivons, c'est-à-dire le fait d'être avec les réseaux sociaux
et donc l'interconnexion, beaucoup de gens se sentent agissants parce qu'ils like, parce qu'ils partagent et parce qu'ils relaient. Et quelque part, ça peut aussi dédouaner de changer soi-même quelque chose. Donc c'est ce type de biais, je ne vais pas tous les lister, mais il y en a des tonnes, où on peut avoir le discours de la transition, du changement, et en fait, si on regarde bien, on n'a pas changé grand-chose dans sa consommation, dans sa façon de se comporter. Donc, si, ne serait-ce qu'ici, dans cette salle, chacun d'entre nous, sur tous les domaines de notre vie, nous étions vraiment à 100% engagés dans la transition, on y serait déjà peut-être encore plus. Donc c'est avec une grande humilité qu'on peut se dire, tiens, où est-ce que j'y suis? Peut-être que je suis peut-être plus en théorie ou peut-être plus là en pratique, mais est-ce que c'est dans tous les domaines? Est-ce que c'est dans mes valeurs? Est-ce que c'est dans mes comportements? Est-ce que c'est dans ma consommation? Est-ce que c'est dans mon rapport avec l'autre? Est-ce que c'est dans faire système, dans mon analyse des situations, dans comment je vote, etc. Bref, vous vous rendez bien compte que si on regarde tous les éléments, il y en a sur lesquels on y est et d'autres où on n'y est pas. Vous avez parlé d'âme et conscience, je rebondis sur deux choses et puis je repasse la main. C'est toute la question. Visiblement, j'éteins les micros. Alors, je sais bien que je suis prête à tousser parce que j'ai une bronchite, mais je ne pensais pas anticiper à ce point-là. Toute la question de ce qu'on essaie de faire bouger, de ces systèmes qui essaient d'apporter quelque chose de nouveau, que ce soit de la politique, du social, de l'écologie, et de cette symbiose qu'on essaie de mettre de la politique à l'économie, bien sûr que le premier changement, c'est soi-même. Et en même temps, ça ne peut pas suffire. De la même façon qu'une action très engagée, sans remise en cause de soi, ça ne suffit pas non plus. Donc ce qui fait système, déjà pour commencer, c'est soi-même. Est-ce que moi-même j'ai changé? Est-ce que je change ma relation à l'autre? Est-ce que je change mes rapports aux autres? Est-ce que je change mon engagement et mes actions? C'est l'ensemble qui va marcher. Mais quelqu'un qui est engagé et qui est en mode militant va créer une virulence qui empêchera le dialogue, qui empêchera la transformation. Donc comment est-ce que je peux m'y prendre pour être dans cette double dynamique? Je passe la parole à qui? Et juste, puisque le micro passe là, et c'est un peu le boulot qu'on m'a demandé de faire, et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas ce que c'est, j'ai entendu Palo Alto, mais il faut que je retourne chercher. Et donc, je vois que Christine, elle sait forcément, elle vous répond. Et... C'est un tout petit bouquin. Et mais, je propose qu'on garde ça pour après. Comment on fait? Je veux dire, on passe pas non plus notre temps à lire des livres. Ah non, mais ça c'est très... On pose des questions et on y revient après. Dans l'ordre, Patrick et Isabelle, ou Isabelle et votre. C'est intéressant ce que vous disiez sur système et un mot que vous détestez, parce que en fait, moi j'adore ce mot et c'est vrai que quand vous avez dit ça, c'est vrai, on parle tout le temps de système politique, religieux, etc. Peut-être qu'il faudrait qu'on parle de système complexe en fait, parce que finalement, en fait, la science des systèmes, elle est très récente. Elle fait partie aussi de ces innovations depuis 50 ans. Et donc j'ai envie de dire qu'on a aussi la méthodologie de ce qu'on constate qui est apparu. Et il y a plein de sortes de systèmes, mais on a une vraie difficulté en effet des mots. C'est-à-dire que tous nos mots nous renvoient à un existant. Et alors que, comme je crois on le dit tous, on est en train de, en tout cas moi j'en suis persuadée, on est en train de changer radicalement dans nos racines et les racines de notre civilisation. C'est-à-dire que pour moi ce qu'on vit c'est un changement d'une civilisation qui a 5000 ans d'histoire. Ça ne veut pas dire que ça fait 5000 ans par exemple qu'elle s'était installée à Paris, là où on est. Mais cette civilisation a 5000 ans d'histoire. C'est les civilisations extractives qui nous viennent d'Our, qui nous viennent de Sumer. Et on a comment faire, moi c'est un vrai problème, hein, comment faire pour pouvoir refaire du nouveau et refaire commun avec des mots qui doivent nous être communs. On ne va pas réinventer des mots et tout le temps réinventer des mots et en même temps leur donner une autre histoire, alors qu'ils nous renvoient tous à des histoires individuelles. Et à mes consciences, un des principes par exemple fondamentaux dont je parlais tout à l'heure, c'est la diversité.
la diversité et de maintenir l'intégrité. Et justement, en fait, dans les systèmes en réseau, eh bien, on va se chercher quand ils sont libres, quand il n'y a pas d'intermédiaire, finalement, on va aller se chercher, soit parfois de façon idéologique, selon nos opinions. Oh ben, on pense la même chose, on va essayer de travailler ensemble. Puis en fait, émotionnellement, ça passe pas du tout, finalement, je peux pas le sentir. Donc on n'arrive pas à travailler ensemble concrètement. Et puis de l'intérêt, c'est-à-dire que, ah ben tiens, on a besoin de faire une tontine, on a besoin de manger, on a besoin des choses extrêmement concrètes. Et on va converger sur ces intérêts. Puis finalement, ça va pas durer longtemps de converger seulement sur ces intérêts si on ne partage pas les mêmes valeurs. Et concrètement, le changement et la communauté, elle va faire intervenir toutes ces choses-là pour pouvoir faire système. Et ça peut être très très dur parce que quelqu'un qui a vraiment envie, on a vraiment envie de collaborer avec cette personne, mais on s'aperçoit qu'émotionnellement ça ne passe pas. Eh bien, il faut accepter que, c'est pas grave, on va faire système ES, on va faire d'autres groupes, même si on a les mêmes intérêts, même si fondamentalement on est d'accord. On n'est peut-être pas d'accord sur l'opinion du comment. Par exemple, moi, il y a des groupes écologistes qui sont complètement remontés contre ce que je raconte. Pourtant, on dit la même chose et on va vers la même chose. Mais on n'est pas d'accord sur le comment. Et je crois qu'il faut être très humble sur les comment. C'est un peu comme si, dans le même genre que l'archipel, on est quand même des racines qui exploreront des nouveaux territoires, des nouveaux sols. Et imaginez qu'une racine se dise « Non, c'est moi qui ai la bonne direction, je vais tuer celle d'à côté. » Ou alors « Venez tous sur ma racine. » Que va faire l'arbre? Que va faire l'arbre? Il ne va pas résister longtemps, il ne va pas résister longtemps à la moindre tempête. Et en plus, il ne va pas explorer tous les possibles. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un tel nouveau, face à de telles crises, que qui peut avoir la prétention de dire j'ai la seule solution? Et il n'y en a probablement pas de seule solution. Respecter notre diversité, sortir de ces systèmes religieux, politiques qui sont de la culture du chef, en fait, pour moi, ça me semble fondamental, qui sont ces rapports de domination, qui nous viennent aussi de la peur. En fait, quand on a peur de l'humain, quand on a peur de ce qu'il peut faire, on se dit « Oh, il faut les maîtriser, cela ». Et donc, on va aller chercher un chef pour maîtriser tout ça. Et tout ça, pour moi, c'est très lié. Et il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on respecte nos différences, il faut qu'on ait, je pense, l'humilité de seulement témoigner, de ne pas vouloir convaincre. Et il me semble que là, c'est déjà plus détendu. En résonance avec ce que vient de dire Isabelle, je crois qu'une des façons de construire du commun et de faire de nos différences, voire de nos divergences, une richesse, c'est justement d'appliquer des méthodes telles que la construction de désaccords qui vont partir du ressenti émotionnel différent que nous avons sur les mots. C'est-à-dire on n'est pas d'abord dans une argumentation intellectuelle, mais dans les raisons du ressenti. Là, on a un bon exemple. Une personne nous dit « Moi, système, ça ne me convient pas. Par contre, âme et conscience, ça me convient. » Si on faisait une construction de désaccord, on commence la construction de désaccord par un débat mouvant. Donc on prend des mots-clés du débat. Donc, par exemple, à ce moment-là, on aurait pris les 3 mots-clés qui viennent d'être dits, système, âme, conscience, qui sont 3 mots très forts et qui émotionnellement résonnent. Et on aurait joué 4 points. Ceux qui se sentent bien avec tel ou tel terme, ce serait bien un point. Ceux qui ne se sentent pas bien en face, ceux qui sont mitigés, un 3e point. Et ceux qui sont indifférents ou neutres émotionnellement, un 4e. Et dans un premier temps, on s'écoute simplement sur les raisons du ressenti. Ah bon, c'est pour ça que toi, tu n'es pas bien avec le terme système. Mais moi, comme vient de dire Isabelle, qui au contraire me sens très bien avec ce terme, je vais te dire pourquoi je me sens bien. Et au fur et à mesure qu'on se parle,
on découvre que les lignes vont bouger au sens propre comme au sens figuré. Parce que par exemple, Isabelle, elle est manifestement autant opposée que toi à un système qui conduit à une culture du chef, pour reprendre ton expression. Quand on fait des exercices de cette nature, à ce moment-là, on découvre que les différences, voire les divergences, voire les conflits qui traversent un groupe, sont une formidable richesse. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller aborder, y compris par exemple des débats politiques pointus, tels que celui que tu évoques, qui est à la fois par exemple le débat sur l'égalité, légitimité, ou quels sont les lieux de pouvoir, faut-il à tout prix les conquérir. Aujourd'hui, par exemple, avec tous les mouvements qui sont organisés autour de la désobéissance civile ou de la désobéissance civique, on a un débat en acte qui est très intéressant sur ce thème, parce qu'il y a un certain nombre de mouvements, et moi-même j'y ai participé par exemple avec les faucheurs de chaises, qui fauchaient les chaises des banques qui pratiquaient de l'évasion fiscale. Donc on se mettait volontairement en dehors de la légalité, mais au nom de ce qu'on estimait être une véritable légitimité. Pour autant, et c'est là que la question du discernement, de la délibération, elle est tout à fait essentielle, parce que la désobéissance civique, c'est pas non plus un joker qu'on peut utiliser de façon permanente, parce que sinon, des gens du Rassemblement national pourraient dire en permanence, moi je fais de la désobéissance civique si je considère qu'il y a des lois antiracistes ou des trucs qui ne me conviennent pas. Donc ça veut dire qu'une des clés de la démocratie, c'est effectivement d'aller construire ce que devrait normalement l'Assemblée nationale et qu'elle n'est pas. Parce que si les décisions se prenaient à l'Assemblée nationale, ça se saurait. On sait bien que dans le mode, par exemple, français, l'Assemblée nationale est réduite à un comportement purement moutonnier, tout se passe du côté de l'exécutif. Par contre, construire une véritable démocratie dans laquelle le noyau délibératif est véritablement essentiel, permet tout autant que le noyau participatif s'exprime et place les fonctions de gouvernance sous une véritable fonction de contrôle, ça c'est décisif. Mais pour le faire, et pour y compris réussir une situation telle que dans les différentes élections qui se présentent, on ait à un moment donné un véritable pouvoir d'influence et un véritable pouvoir qui change le rapport au pouvoir et qui en fasse un pouvoir de création, ben effectivement, il faut s'en occuper dès maintenant. Il ne faut pas attendre. Il faut se placer dans cette posture de radicalité créatrice qui consiste à dire tout ce que nous réclamons, nous allons le faire nous-mêmes. C'est la même chose qu'on fait sur le plan économique avec le projet d'écosystème. Quand on dit nous voulons une autre approche de la richesse, d'autres indicateurs de richesse, d'autres normes comptables, d'autres rapports à la monnaie, à l'échange, etc., on ne se contente pas de le revendiquer, on se l'applique à nous-mêmes. Et à ce moment-là, il commence à y avoir une dynamique qui est une dynamique créative et qui nous place aussi les uns et les autres en situation de responsabilité. Parce que souvent, l'irresponsabilité est commode et ne permet pas d'affronter un certain nombre de questions qui sont, elles, particulièrement difficiles. Pour continuer sur la question de Bertrand, sur la légitimité par rapport à transformer les règles du jeu, j'ai une grande interrogation sur est-ce que dans le tel cas dans lequel on est aujourd'hui, est-ce qu'on saurait exactement quelles règles du jeu on peut mettre en place? Première question. Deuxième question, alors là pour le coup c'est une perception forte, c'est que le pouvoir étant en fait aujourd'hui à l'économique et le politique n'étant qu'un valet, en fait le politique national et international, là où on peut agir économiquement, c'est très très important. J'aimerais bien entendre Michel en fait là-dessus, parce qu'il me semble que c'est ça, et qu'on a un énorme pouvoir en fait à réorganiser les formes de gouvernance au niveau
très concrètes d'économie et de nos systèmes de production par ces coopératives. J'ai pas du temps maintenant sur les 4 types de coopératives. Et ça nous renvoie à l'échelon politique des municipales et des régionales, etc., qui est une très très bonne nouvelle, parce que c'est elles qui ont la compétence économique et c'est elles qui sont dans le rayon d'action le plus concret, le plus de terrain et qui finalement agit le plus sur les grandes crises dans lesquelles on est. Donc moi j'ai vraiment envie de t'entendre sur cette question-là. Alors justement, Michel a demandé la parole, ça tombe bien. Michel, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une dame au fond qui a levé le doigt. Il faut poser votre question avant de redonner. Ouais, c'est en lien. Ok. Alors, mercredi, si vous voulez. C'est gentil de vous proposer. Oui. Oh, bah, je vous en prie. Et vous dites qui vous êtes? Oui, voilà. Donc, moi, je suis Danielle Léon et je suis dans le théâtre, auteur, metteur en scène, comédienne. Et j'ai un petit théâtre à Paris qui s'appelle l'Atelier du Verbe dans le 14e. Mais je suis aussi très impliquée dans plein de réseaux. Et c'est justement de ça que je veux parler, en lien direct avec ce que Isabelle vient de dire et en lien direct avec cette idée qu'on est vraiment dans une mutation incroyable. Et cette mutation, à mon avis, elle a une valeur essentielle et primordiale qui se place complètement dans l'opportunité d'aujourd'hui, la circonstance d'aujourd'hui, qui est qu'on va faire les municipales. Et cette valeur, c'est « je me sens responsable de mon territoire ». C'est une chose nouvelle, c'est une chose grandiose. Et donc, on a l'opportunité, concrètement, de trouver les systèmes d'organisation dans les municipalités qui permettent vraiment de donner la parole. C'est pas donner la parole, c'est faire participer les citoyens. Alors, il y a une association qui s'en occupe, des communes et des citoyens. Qui connaît des communes et des citoyens? C'est vraiment pas assez connu, c'est quand même incroyable parce qu'ils n'arrêtent pas d'aller comme ça. Il y en a plein. Oui, mais c'est lequel celui-là? C'est le mouvement de celui qui est devenu complètement célèbre, à savoir Daniel Cueff. C'est son mouvement, celui qui a décidé de faire un traité anti-pollution D'accord? On est en plein dans le sujet. Voilà. Chacun peut penser que finalement, son système qui propose aux autres de faire système est le système autour duquel il faut tourner. Je fais de la provocation exprès. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Si j'ai juste de donner un exemple, de donner un exemple de façon de fonctionner actuellement pour essayer de générer un développement d'une chose concrète qui serait à faire pour changer les choses, qui est comment est-ce qu'on s'organise sur place pour que les citoyens soient vraiment co-acteurs des municipalités. Et donc, ce mouvement des communes et des citoyens, qui maintenant se répercute dans un autre mouvement qui s'appelle Tous maintenant, et qui est en train de graviter dans plein d'endroits, dans plein de communes, eh bien, ils sont en train de générer des modes de proposition avec des listes sans que ce soit lié à des partis politiques, mais des listes qui ont comme seul objectif qui est qu'est-ce qu'on vous propose pour que maintenant, quand les élections seront faites, pour que vraiment il y ait des modes d'organisation concrets dans lesquels les citoyens contribuent du début jusqu'à la fin. Merci. Je vais d'abord commencer avec une anecdote que j'ai appris il y a un an ou deux dans un colloque des CLISI sur les communs. Donc c'était c'est 3 ans, voilà, ça va vite. Donc c'était l'association Terre des Liens qui achète des terres pour les mettre dans un commun et qui donc permettent aux paysans bio d'avoir des loyers raisonnables parce que les terres sont trop chères aujourd'hui pour développer l'agriculture bio à grande échelle. Et donc ils avaient fait un petit rapport qui démontrait qu'au plus de paysans bio dans un département français, au moins l'État doit dépenser pour la dépollution de l'eau, puisque par définition les agriculteurs bio n'utilisent pas de pesticides, etc. Et bon, pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que justement le problème est là. Le problème aujourd'hui est que la valeur, au niveau de la légitimité, la valeur aujourd'hui c'est le profit. Donc, la valeur est créée par l'extraction de valeur, soit dans la nature, soit de l'homme.
Et donc tout ce qui est régénératif, qui est génératif, n'est pas financé structurellement. Donc c'est pour ça que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens ici qui font des choses. Et beaucoup d'entre nous sont précaires parce qu'il n'y a pas de soutien structurel pour la valeur générative. Et donc il faut vraiment, au niveau de la légitimité, changer de régime de valeur. La semaine passée, j'étais dans le 25, je crois, j'étais dans une petite réunion de coop des communs sur les nouvelles comptabilités. J'ai oublié le nom du monsieur, tu vas me le dire après. Mais c'est une comptabilité qui s'appelle Comtacare, qui me plaît beaucoup parce que simplement, en fait, c'est ça qu'il propose. Donc c'est un nouveau régime de valeur. Donc aujourd'hui, dans les comptabilités, par exemple, il faut garder le capital financier. Si on dilapide le capital financier, on va en prison. Par contre, le capital naturel, le capital humain, on peut le liquider tant qu'on veut et ça n'a aucune conséquence. Et donc, voilà. Donc ça, c'est très important aujourd'hui au niveau de l'allocation des ressources. Il faut changer de régime de valeur. Alors, deuxième problème, au niveau de la légitimité politique plutôt. Donc, on dit qu'elle vient des élections qui sont par hasard le même système que le système marchand. Donc, on ne va pas payer avec des dollars, on va choisir avec un vote. Donc, c'est un système compétitif avec des gagnants et des perdants. C'est vraiment le pendant du système économique. Et donc, comment garder, j'essaie d'un peu répondre à ta question, Isabelle, c'est comment faire quand on est en minorité. Et donc, moi, je propose, en fait, et je propose ça parce que j'ai inventé, mais parce que je vois les pratiques des communautés qui produisent en commun, c'est vraiment ce qu'on appelle la souveraineté de la valeur. Donc, il faut s'imaginer que vous pouvez aujourd'hui créer des communautés qui vont produire du commun et que vous pouvez, en fait, créer des communautés qui ont un régime de valeur différent. Donc on appelle ça le régime contributif. Donc imaginez-vous une communauté qui fabrique quelque chose en commun, qui crée une membrane autour de ses activités et qui va redistribuer les revenus qui viennent de l'extérieur selon des nouveaux critères qui sont vos critères. Donc ça ne va pas tout de suite changer toute la société, mais ça permet déjà de créer partout des archipels, je dirais peut-être ça, des archipels, des petites îles où le régime de valeur a déjà changé. Donc créer des germes du futur qui coexistent avec le système qui est en déclin. Alors, troisième point, et là je crois quand même qu'il faut faire attention, donc on a besoin du politique. Si on a aujourd'hui le capitalisme, c'est parce qu'il y avait des capitalistes, parce qu'il y avait des personnes, des marchands, qui ont, sur quelques centaines d'années, adapté la société à leurs besoins. Ils ont créé un marché qui correspondait à leurs besoins, des formes de marché, le capitalisme, et des formes d'État qui correspondaient à leurs besoins. Donc moi ce que je propose, c'est aussi qu'on change d'identité. On n'est plus seulement travailleur, par définition, on a fait dire travailler pour quelqu'un d'une façon subordonnée. Le contrat de travail est un contrat de subordination, en tout cas en Belgique, je crois en France aussi. Par contre, si on se considère comme honneur, ça veut dire qu'on est en train de construire ensemble de la nouvelle valeur, de nouvelle société. Et donc à ce moment-là, on peut dire comment est-ce qu'on va changer l'État et le marché, l'existant, pour qu'il corresponde à nos besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin comme système de financement, par exemple, pour faire que les gens qui font ces alternatives sont en fait normalement rémunérés et que les gens qui font des dégâts sont moins rémunérés que les gens qui font le bien. Donc par exemple, comme Terre des Biens seraient rémunérés pour tout le travail qu'ils font au niveau de la régénération des sols. Donc si ça vous intéresse, juste en passant, j'ai fait un petit rapport là-dessus. C'est en anglais pour le moment. P2P Accounting for Planetary Survival. Donc on a donc fait un survol de toutes les innovations au niveau des comptabilités. Il y en a 3, je vous le dis en vitesse. Comptabilité contributive. Donc comment réorganiser la répartition à l'intérieur d'une communauté. Comptabilité de flux, je donne un petit exemple, donc ça s'appelle Resources Events Agents, REA Accounting. Donc c'est une comptabilité qui ne prend pas le point de vue individualiste de la comptabilité marchande que aujourd'hui, qui dit que ce qui rentre chez moi, ce qui sort de chez moi et ce qui reste. Donc il n'y a aucune vision écosystémique dans la comptabilité classique telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est une comptabilité narcissique.
Aujourd'hui, il y a des comptabilités écosystémiques qui permettent de voir à chaque transaction où on est dans un écosystème. Alors, troisième, ça c'est très important, et je termine, c'est les comptabilités thermodynamiques. Aujourd'hui, il y a des comptabilités qui permettent donc, de suivre les flux matière-énergie et de les intégrer dans des comptabilités partagées. Donc ça c'est très important, une transition vers des écosystèmes collaboratifs qui peuvent tenir compte dans leur planning des limites planétaires parce qu'ils sont intégrés dans leur comptabilité. Donc le problème aujourd'hui, c'est pas nécessairement qu'il n'y a pas de solution. Moi je crois qu'il y a en fait des millions de solutions qui ont déjà été développées, mais que ces solutions ne sont pas mises en échelle parce qu'il n'y a pas des moyens qui sont alloués à ce genre de projet. Alors, je termine. Donc je crois qu'au niveau systémique, on doit penser la chose suivante. Donc d'abord, on doit connaître la thermodynamique. On doit simplement savoir aujourd'hui, en tant qu'humanité, quel peut être notre poids thermodynamique, comment est-ce qu'on peut se préserver en tant qu'humanité sans détruire la planète. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, ça va être quel est le système socio-économique qui nous permettra de faire ça. Donc quelles sont les règles socio-économiques qui vont nous permettre de rester à l'intérieur de ces limites planétaires. Donc ça vous connaissez peut-être, c'est Kate Raworth de Donut Economics qui a développé des méthodes dans ce type-là. Mais je crois que le troisième, et ça c'est peut-être le travail que font des personnes comme Christine, c'est le travail au niveau de la conscience, de la mode d'appréhension du monde. Si aujourd'hui vous êtes dans une école comme économiste, l'économie néoclassique ne voit pas la nature. Il est impossible d'appréhender le monde et les ressources naturelles aujourd'hui si vous avez une conscience qui a été développée, par exemple dans les cours d'économie. Impossible de voir la réalité thermodynamique de ce point de vue-là. Donc il y a un travail qui doit se faire vraiment à tous les niveaux. Et alors ça, c'était une question que je pose à mes panélistes. Quel genre de politique va pouvoir faire ça? Parce que pour moi, il me paraît assez clair que le système des partis politiques tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas capable en fait d'intégrer ce genre de point de vue dans sa pratique. Je vous propose de revenir vers la table et pour relancer. Il est énorme le sujet que vous avez proposé. Il y a tellement de fils qu'on pourrait suivre pour continuer à alimenter la conversation que je trouve que c'est compliqué. Peut-être qu'on peut tenter de garder le temps qui nous reste là, moi j'aimerais bien sur la question du comment. Sur la question du comment, alors toi tu viens, Patrick l'a beaucoup dit aussi, tu le reprends, il y a la question du politique et du parti politique, donc, et des institutions. Ça c'est quand même une question du comment. Et puis, ce que vous évoquiez juste avant, Isabelle et toi, c'était la question des moyens, des infrastructures. Moi, une fois, je parle des outils de gestion. C'est, en tout cas, par où ça passe pour que ça se fasse, les choses, et notamment les choses en commun. Et je voudrais, avant de vous donner la parole les uns les autres, vous demander de réagir sur, moi aussi, un exemple. À la COP des communs, qui a 3 ans maintenant, là, on a des groupes de travail et on a un groupe recherche-action qui s'appelle Activer les communs de territoire pour la transition écologique et solidaire, qui partait de l'idée qu'il y a beaucoup d'argent en fait consacré à de multiples politiques, la biodiversité, la santé, l'alimentation durable, les fermes urbaines, enfin bon, tout un tas de... Et c'est des silos. Et donc on se posait la question de savoir si une approche par les communs permettait peut-être d'avoir des solutions, des regards spécifiques, originaux sur ces situations. Et on s'est rendu compte de multiples choses, notamment que l'alimentation est toujours quelque part sur le chemin. Et on s'est aussi beaucoup rendu compte qu'il y a des impensés dans le faire en commun ou dans les
tentative de faire en commun, c'est le poids des institutions. Alors là, vous parlez du politique, mais c'est aussi simplement des politiques publiques qui emmènent les acteurs à raisonner d'une certaine façon et pas d'une autre. Et le poids de la finance, de la place et du rôle de la finance. Je remarque, alors moi je prends ma casquette de COP des communs et de vieille expérience de l'économie sociale et solidaire, de l'action collective à capitaliste, non capitaliste, de comment est-ce que les gens travaillent ensemble, qu'est-ce qu'ils font ensemble, comment est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble quand la relation n'est pas transcendée par le capital, qu'on essaye de le mettre sous contrôle, ce qui n'est pas complètement évident. Et c'est pour ça, Isabelle, que dans les coopératives, on met des plafonds au taux de rémunération des investisseurs, et que parfois c'est compliqué justement parce qu'on n'attire pas les investisseurs. Ok ? Mais ça, c'est fondamental. Si vous augmentez le taux de rémunération des investisseurs dans les coopératives, vous tuez la coopérative. Point. C'est ça le problème. Et du coup, cette question du rôle et de la place de la finance, de la banque, du financeur dans le commun pose question. Pourquoi est-ce que ce sont des sujets dont on parle quand on essaye de faire des choses ensemble? C'est pas très sexy. Des fois, on est mal à l'aise pour en parler. Nous, peut-être qu'on constate que tout simplement, on n'en a pas forcément conscience. Et je voudrais peut-être qu'on s'attarde un moment là-dessus, sur comment on fait, par où ça passe, quelles sont les difficultés. Christine avait dit ça aussi tout à l'heure, qu'est-ce qui favorise et qu'est-ce qui défavorise? Qu'est-ce qui favorise et qu'est-ce qui défavorise le travail en commun? Isabelle l'a dit, il y a des communautés de valeurs, il y a des communautés de pratiques, il y a des communautés d'intérêts. Parfois, c'est un des aspects peut-être qui prend le dessus sur les autres. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que, du coup, peut-être Christine, William, qui n'avait pas repris la parole depuis un certain temps, vous voulez rebondir? Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire, mais vous trierez. Non. Oui. Non, alors je ne vais pas parler des questions d'argent. Ce que je veux juste rajouter, c'est que quand on parle des relations qui peuvent être transcendées, je pense qu'on oublie le rôle de la solidarité et de l'empathie. Enfin, pour moi, c'est quand même quand on parle de l'importance de faire système. Ce que j'ai vu sur un plan très local, c'est qu'on a pu justement se transcender en posant le rapport à l'autre et la solidarité au cœur du projet. Et c'est vraiment ça qui a permis de dépasser les problèmes émotionnels, parce qu'évidemment qu'il y en a, les problèmes d'ego, il y en a toujours, enfin, la nature, le putain de facteur humain, ce qui pose toujours problème dans nos collectifs, et qui nous a permis de passer à une échelle très, très modeste. Moi, ma vraie question, c'est en réaction à ce que disait Michel, c'est effectivement les solutions existent. On crée beaucoup de choses aujourd'hui au niveau local. On arrive à créer des communes libres, on arrive à créer. Les solutions sont là, on le voit, mais c'est toujours à la marge. Et je m'interroge beaucoup, et c'est là où j'espère que ce cycle pourra apporter des réponses sur comment justement faire ce passage à l'échelle, comment créer un rapport de force. Pour justement permettre de débloquer ces moyens à une très large échelle. Et effectivement, la finance, si on arrive à la rediriger, peut être une solution, mais je n'ai pas cette réponse. Moi non plus, je n'ai pas la réponse. Ce que je voulais juste ajouter par rapport à ce qui a été proposé, c'est une évidence de dire la question du niveau de conscience, mais on voit bien que par rapport à la finance, on n'a pas d'autre solution. Si certaines personnes ne sont pas touchées au cœur et comprennent qu'il faut qu'elles soient des leaders au service, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que si vous regardez, la majorité des milliardaires au monde aujourd'hui
consacrent leur argent, pour beaucoup, hein, pas tous, mais pour beaucoup, à la conquête de Mars. On s'en fout de la Lune. C'est Mars et le transhumanisme, pour faire simple. Donc ça veut dire que, premièrement, la Terre, pour eux, c'est exit, ce qui est complètement irréaliste, hein, même s'ils mettent tous les milliards de la Terre, ils n'arriveront pas, de leur vivant à eux, à vivre sur Mars, de toute façon, mais bon. Donc, voilà où les gens qui ont énormément d'argent allouent leur denier. Et ça a à voir avec le rapport au pouvoir, l'ego et aussi l'imaginaire. C'est pour ça que maintenant, on voit réapparaître l'imaginaire et la fiction, parce que selon ce qui me fait rêver, je vais y mettre plus ou moins d'argent. Donc, il y a une dernière étude il n'y a pas longtemps qui disait la préoccupation majeure, on va prendre que des Français, c'est essentiellement l'écologie. D'accord? Mais par contre, où mettent les gens mettent l'argent, c'est pas du tout de ce côté-là, c'est du côté de tout ce qui est technosphère. Donc là, tout ce qui est technophile, on dit en termes d'imaginaire, c'est celui qui est le moins valorisé, en termes de nombre. Pourtant, c'est là où il y a le plus d'argent qui est mis. Donc, comment arriver à rendre appétissant, désirable, la Terre, la biodiversité, les différents règnes, peut-être éventuellement même les humains, qui sait. Voilà, il faudrait que ça puisse nous toucher tellement au cœur qu'on édicte des règles d'éthique qui fassent que dès l'instant qu'on a une responsabilité politique ou financière, on ne fait pas n'importe quoi. Ben, c'est quoi qui va faire la différence? C'est changer les niveau de conscience, il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qui fait que vous avez le pouvoir dans les mains et que vous gardez cette intégrité à ne jamais y toucher pour vous? Donc voilà, ça fait système pour moi, ces éléments-là. Et ben voilà, on est tous des petits artisans pour essayer de mettre des petites pierres pour que les gens soient vraiment touchés au cœur et disent oui, il faut se mettre à ce service-là. Patrick voulait réagir, Michel aussi. Je propose qu'on les prenne tous les deux et puis qu'on redonne. Alors tous les trois, et après on redonne la parole à la salle, ça va? Oui, je voulais justement ajouter un mot sur la question que tu posais de la finance, parce que c'est un assez bon exemple. D'abord, il faut aussi intégrer ce qui se passe en face et voir que le système financier mondial est en train d'arriver à de véritables seuils d'insoutenabilité. Il n'y a pas besoin d'être alternatif pour le dire. Moi, j'ai encore participé il n'y a pas très longtemps à un débat avec, comme on dit, un banquier de la place, de chez Rothschild. Il disait carrément, le problème n'est pas de savoir s'il y aura une prochaine crise financière, mais uniquement de savoir quand il y aura une prochaine crise financière. Donc il faut aussi intégrer dans notre débat une question qui sera de plus en plus importante à l'avenir, qui est la question de la résilience. C'est-à-dire, nous entrons dans des bouleversements, dans des crises majeures sur certains points, vers des effondrements, et la grande affaire, ça sera justement de construire des alternatives au chaos. Et là, l'imaginaire, y compris sur quelle politique de résilience qui mobilise les forces de vie, qui mobilise l'énergie créative, moi c'est ce que j'appelle la stratégie érotique mondiale face aux pulsions mortifères, elle sera fondamentale. Si j'applique ça par exemple à la finance, et si je prends un terrain sur lequel je suis très actif depuis longtemps, qui est celui des monnaies locales et citoyennes, ça se traduit par deux modalités. Il y a à la fois la modalité de terrain, dont on a beaucoup parlé, et qui va consister à dire, eh bien nous allons réinventer une monnaie qui est conforme à nos valeurs. Donc non seulement qui est dans l'économie réelle et pas spéculative, mais dans une économie réelle, soutenable, écologiquement, socialement, et qui permet de véritables processus démocratiques. Et on va en faire la démonstration. Quand le SCHO, qui est devenu maintenant la première monnaie locale et citoyenne en Europe, le fait, il y a une valeur démonstrative qui génère aussi des flux d'énergie. Mais dans le même temps où on fait ça, on a tout un travail
d'éducation populaire et d'organisation du débat public sur la sphère macroéconomique et la sphère financière. Par exemple, on a lancé avec le mouvement Sol toute une campagne sur la réorientation de la création monétaire des banques centrales. Vous savez ce qu'on appelle en termes techniques le quantitative easing, c'est-à-dire le fait que les banques centrales, et notamment la Banque fédérale américaine et la Banque centrale européenne, ont créé au cours des dernières années des milliards, des milliers de milliards d'euros et de dollars. Simplement, comme la modalité de cette création monétaire est complètement gangrenée par l'économie spéculative, comme on l'avait montré Bernard Liétard, qui était un ancien de la Banque centrale de Belgique. Plus de 95% des transactions financières quotidiennes ne correspondent pas à de l'économie réelle. Le résultat, c'est quand vous créez vos milliards de dollars ou vos milliards d'euros, il n'y en a que 5% qui passent dans l'économie réelle. Et là, du même coup, même d'un point de vue classique, ça n'est pas suffisant pour répondre aux problèmes d'emploi, aux problèmes d'investissement. Et par contre, les 95% qui partent dans l'économie spéculative, eux, ils vont constituer les bulles qui, elles-mêmes, quand elles vont éclater, vont reproduire à nouveau une crise financière. Et donc, quand on dit, à travers les monnaies locales, nous allons tout autant nous intéresser à la sphère macro et nous allons exiger que cette possibilité de création monétaire soit ciblée, par exemple, sur des investissements écologiques, eh bien, ça produit des effets. Si vous regardez la dernière audition de Christine Lagarde, qui va être patronne de la Banque centrale européenne, elle a été obligée de bouger sur ce terrain et de prendre des engagements pour que la création monétaire intervienne sur ce terrain. Voilà un exemple parmi d'autres où on peut aussi s'occuper de la finance. Moi, je voulais te dire merci, Christine, d'avoir reparlé de la Terre. Parce que faire système, c'est faire système avec la Terre. Et je trouve qu'on a énormément perdu de vue, en fait. J'avais envie de réintervenir là-dessus. Et il faut bien comprendre qu'il est peut-être déjà trop tard. On a peut-être dépassé les limites d'accélération du climat, de la biodiversité, et que les structures qui sous-tendent les équilibres écologiques planétaires sont peut-être déjà rompues. C'est-à-dire celles qui nous donnent notre oxygène. L'oxygène était inexistant sur Terre avant le vivant. Celles qui ont capté le carbone dans le sol. Le dioxyde de carbone, c'était 95% de l'atmosphère au début de notre planète, à la naissance de notre planète. C'est le vivant qui l'a capté. Et il faut bien comprendre que cette qualité de vie que nous avons, qui nous permet de vivre tout simplement dehors, c'est-à-dire avec une couche d'ozone qui est créée aussi par l'oxygène produit par les plantes, et notamment le plancton. Je dis ça parce que la capacité du plancton dans les océans aujourd'hui diminue à produire de l'oxygène. Si on a des brises, si on a des brumes, si on a de la rosée, c'est parce que le vivant est là. Sinon, on aurait ces vents incroyables qu'on a dans tout l'univers. Et vous voyez bien que c'est ce qui est en train de se reproduire. On va vers cette pente-là. Mais tout ça, c'est les services rendus par les écosystèmes. Et ils sont peut-être rompus. C'est-à-dire que si nous ne réagissons pas tout de suite sur régénérer concrètement, et un brin d'herbe, ça ne se pose pas entre deux frontières ni entre deux avions, ça se pose bien sur un territoire, là où on habite. Si on ne régénère pas localement, partout, très vite, ces services rendus par les écosystèmes au niveau de la planète, eh bien les conditions de vie seront de moins en moins possibles à l'air libre. On le voit avec le Qatar. Le Qatar est déjà en train de climatiser ses rues. Même des écolos ont dit, paraît-il, je ne suis pas allée vérifier, que c'était pas tenable. Et en effet, les canicules qu'on a connues ces derniers étés, etc., notamment il y a 2 ans à Lyon, par exemple, les gens ne pouvaient plus travailler, ils étaient avec la clim à fond, évidemment, la clim réchauffe les rues. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que
si nos villes, nos conditions de vie vont devoir s'artificialiser, qui aura le pouvoir de faire des villes aussi artificielles, sinon des structures extrêmement capitalistiques, avec des réseaux pour augmenter l'efficience qui vont être bâtis sur la donnée. Et donc, nous avons le risque, si nous ne pensons pas aujourd'hui à cette urgence cruciale dans laquelle nous sommes, des services rendus par les écosystèmes et de notre appartenance à la Terre, de faire système avec la Terre, toutes ces questions de finance, de solidarité, de pouvoir dépasser le capitalisme, nous ne pourrons plus les avoir. Nous dépendons fondamentalement de ça. Je voulais juste en faire un rappel parce que on est tellement dans une vision où on est séparé de la nature. Le mot nature lui-même porte cette séparation. On ne comprend pas que si nous ne saurons pas aujourd'hui, avec notre puissance conceptuelle, organisationnelle, ces services rendus par les écosystèmes vivants, ce seront des vieux débats. J'aimerais juste donner des petits exemples de solutions possibles qui répondent un peu à ce genre de soucis. Pour moi, ce qui est très important, c'est que les incitants ne sont pas là. C'est-à-dire, on veut tous faire le bien, mais on doit aussi survivre, on a des familles, on a des enfants. Et donc, on est toujours en combat interne parce que si je fais des choses pour le monde, ben, ma femme réclame, etc. Moi-même aussi, j'ai des soucis pour les enfants. Ou l'inverse, tout à fait. Et donc, juste pour donner un exemple d'un système qui pourrait, à mon avis, quand même fonctionner, c'est le système de l'économie du bien commun, du Christian Felber. Vous expliquez en vitesse de quoi il s'agit. Donc, Christian Felber, qui fait partie d'Attac Autriche au départ, a regardé d'abord les constitutions européennes. Il a trouvé qu'il n'y a aucune constitution européenne qui dit que l'économie doit servir les intérêts privés. En fait, toutes les constitutions européennes disent que l'économie doit servir le bien commun. Deuxième point, ce bien commun, c'est pas métaphysique, c'est des choses, les gens sont en fait assez d'accord sur ce que signifie le bien commun. Et donc, il a traduit en 17 clusters d'impact positif pour la société dans tous les domaines qui représentent le bien commun. Alors, sa solution est tout simple, si elle est appliquée, et à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait irréaliste, si on a un pouvoir politique qui le pousse, c'est en fait de commencer à juger toutes les entreprises selon cette comptabilité du bien commun. C'est-à-dire, on ne doit même pas les abolir, et on doit simplement dire aujourd'hui, toutes les entreprises qui créent de l'impact négatif vont recevoir moins de subsides, vont devoir payer plus de taxes, et toutes les entreprises et les collectivités et les coopératives qui font de l'impact positif vont être moins taxées, vont recevoir plus de soutien. Et donc ça, c'est simplement un modèle qui permettrait de changer complètement la logique des incitants qui existent aujourd'hui dans la société. Je vais donner un deuxième. Donc j'ai travaillé à Gand, j'ai fait un plan de transition vers la ville en commun en 2017. Et une des choses qu'ils avaient déjà inventées au niveau de la ville, c'est l'appel au commun. Alors aujourd'hui, donc c'est l'achat public. L'achat public, c'est toujours compétitif, c'est-à-dire que pour gagner un achat public, il faut faire le plus avec le moins de moyens possible. Et donc du coup, on va externaliser, c'est-à-dire qu'on va cacher plein de coûts, on va les mettre sur le dos de la société ou de l'État pour permettre d'être plus efficace dans son projet. Donc ça va, encore une fois, c'est un incitant qui fait le contraire de ce qu'on devrait obtenir avec un incitant. Et donc ils ont créé l'appel au commun. Et l'appel au commun, c'est tout simple, c'est on a un projet, l'alliance qui sera capable de faire converger le plus possible d'individus et de collectifs reçoit le projet. Donc ça, c'est un incitant qui augmente la coopération dans la société. Et je voulais juste terminer à l'école. Donc aujourd'hui, ce qu'on a besoin, selon moi, c'est des protocoles et des institutions et des process publics communs. Donc on a les communs, res communa, comme disaient les Romains, et la République, res publica, le commun des communs, ce qui appartient à tous. Et c'est le lien entre les deux qui doit être rétabli. Aujourd'hui, on a un État marchand, et un État des communs, c'est un État qui
qui soutient toutes les ressources partagées dont on a besoin pour survivre en tant que société. Et pour vous donner un exemple, là je termine. Donc à Bologne, ils ont commencé il y a quelques années avec le règlement de Bologne pour le soin et la régénération des biens communs de la ville de Bologne. Ça a été repris par 150 villes déjà, mais pas plus aujourd'hui. 200, voilà. Et ça a déjà mobilisé, c'était d'ailleurs un colloque de COP des communs où j'ai entendu ça, ça a déjà mobilisé 800 000 Italiens qui se mobilisent pour le bien commun et pour des projets dans leur ville. Donc c'est ce genre de changement institutionnel dont nous avons aussi besoin, et aussi évidemment pour faire reconnaître la nature. Je vais te donner encore un exemple. Donc vous vous rappelez l'anecdote de Terre des Liens. Donc Terre des Liens crée beaucoup moins de surcoûts écologiques pour l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme de retour. Donc imaginez-vous la chose suivante. Donc l'État émet un protocole écologique. Donc nous voulons autant de biodiversité, autant de décarbonation, etc. Il permet à chaque citoyen, à chaque collectif, de faire vérifier ces impacts positifs qui sont mis sur une comptabilité partagée. Cette comptabilité donne des tokens, donc de l'argent qui a été créé pour ce but et qui est alors financé par tous ceux qui profitent de ce travail collectif. Donc voilà, donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut changer aussi les incitants, il faut trouver des mécanismes qui font que toute cette bonne volonté qu'on a mais qu'on n'est pas capable d'exprimer énormément parce qu'on est dans la contradiction aussi bien sociétale que dans notre vie privée, elle doit être libérée par des incitants, par un contexte qui fait que ces choix-là sont récompensés et ils ne sont pas punis. Merci. Alors je vais redonner la parole à la salle, mais je me dois de dire quelque chose, tout en sortant un peu de mon rôle d'animatrice. Je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit. D'ailleurs, en Italie, il y a même la région Lazio maintenant qui se place aussi comme incitatrice de ce que font les villes pour promouvoir le soin des biens communs. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais intervenir, c'est que je suis d'accord sur la recherche des incitants et il faut aussi empêcher la captation de la valeur environnementale et de la valeur sociale par la finance. Parce que malheureusement, pourquoi est-ce que tout le monde parle de mesurer les systèmes, les services rendus par la nature? Pourquoi est-ce que tout le monde parle de mesure de l'impact social? C'est aussi pour permettre à la finance de trouver de nouveaux modes de rémunération. C'est là-dessus que sont payés les gestionnaires d'actifs via le carré d'intérêt. On n'a pas le temps d'en parler là, et c'est fondamental de voir ça. C'est-à-dire que nous-mêmes nourrissons des dispositifs qui nous dépassent, qu'on n'a pas le temps d'expliquer là, qui mériteraient, je trouve, une conférence, parce que c'est fondamental de savoir que nous créons les outils qui permettent à la finance de capter la valeur que nous créons à son profit, parce qu'elle va peut-être, il y a peut-être des crises financières tous les 10 ou 15 ans, mais entre-temps, il y a quand même beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent et qui pensent que c'est pas très grave si ça s'écroule ici, parce qu'ils iront dans Mars. C'est les mêmes. Et nous, quand on leur dit quelle est la valeur créée par le social, le carré d'intérêt qu'ils touchent en tant que gestionnaire d'actifs, il est fondé là-dessus. Comme les systèmes, la mesure des systèmes écosystémiques rendus par la nature leur permet de créer des marchés, etc. Donc voilà, je me suis sortie de mon rôle, mais je devais le dire parce que c'est quelque chose sur lequel nous sommes piégés. Alors, pardon, il y a combien de questions? Juste que je évalue. 2, 3, et puis 1. Franck, et on a le droit de déborder de 5 minutes ou pas trop, hein? Non, ok. Donc, alors peut-être que la parole sera, si vous pouvez être bref, et pardon d'avoir prise moi aussi. Je vous en prie. Hein? Ah, c'est vous qui... Ah, vous faites le micro, alors du coup, allez-y, allons-y. Oui, j'étais très intéressée par, évidemment, toutes les remarques, mais celle de Patrick Livret et Michel aussi,
je crois que la chance qu'on a, c'est que la conscience, moi aussi j'ai écouté Christine Lagarde, la conscience quand même que le système est en train de s'écrouler. Le système d'économie classique, je ne dis pas qu'il s'écoule, mais Lagarde disait précaire, fragile, enfin, on sent que c'est la fin d'un système. Donc je voulais vous poser la question, est-ce qu'on ne peut pas jouer de ça? C'est-à-dire que pour arriver à rendre sexy, désirable l'éthique, il y a quand même des entreprises qui ont, soit ils le font semblant, Kering qui fait du bien pour la planète, on va bien y croire, mais enfin bon, c'est beaucoup de... Est-ce que, à votre avis, on peut quand même arriver, alors d'abord Patrick, puis après Michel, qui voudra répondre, mais on peut arriver à jouer là-dessus en leur démontrant la fragilité et la force d'être proche de la nature. Et encore, voilà. Bon, bravo, j'apprends beaucoup de choses, c'est très intéressant. Mais on parle de politique, économie, écologie, mais tout ça c'est un monde beaucoup plus vaste avec des problèmes de terrorisme, géopolitique, système mafieux. Donc comment faire un système en prenant en compte aussi cette dimension-là? Comment ne pas être trop bisounours, et bien prendre en compte que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a d'autres forces qui vont à l'encontre de ce beau projet de faire un système. Ok, et puis une dernière là-bas. Et après, vous voulez tous... à nouveau, enseigné. En fait, vous en avez parlé juste à la fin, le système financier. Un système, c'est d'abord des règles du jeu. Et si vous interrogez aujourd'hui les économistes, y compris les économistes atterrés, ils vous diront qu'il faut réguler les marchés financiers. Personnellement, j'ai vraiment le sentiment que marché financier et économie durable, c'est absolument pas compatible. Et vous en avez parlé juste à l'instant. Alors c'est intéressant parce que je pense que cette réflexion, il faudra la pousser beaucoup plus loin et voir, mettre à l'épreuve, voir si c'est compatible ou si c'est pas compatible. Et si c'est pas compatible, à un moment donné, il faudra dire, ben voilà, on ne finance plus les projets de cette manière-là. Ok, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Voilà. Du coup, deux phrases chacun ou on distribue la parole? Qu'est-ce que vous en pensez? Michel. Aïe. Oui, alors j'ai pas des réponses spécifiques sur le terrorisme ou la mafia. Donc je vais faire un point un peu différent, mais qui a à voir avec le pouvoir. Il y a un grand historien, Karl Polanyi, qui a écrit un livre que je recommande tous, qui s'appelle La Grande Transformation, qui est une histoire du capitalisme du fin du XVIIIe jusqu'à 1945. Donc il parle de double mouvement, c'est-à-dire 30 ans de croissance, ce qui est bon pour le monde du travail, réforme, etc., etc., et puis 30 ans de moindre croissance, ce qui est bon pour le capital et mauvais pour le travail, etc. Il appelle ça le Live Lab, donc 30 ans de régulation, 30 ans de dérégulation. Il y a déjà eu 6 cycles, je crois, depuis la fin du XVIIIe siècle, à ce niveau-là. Et donc chaque fois on voit, et en fait on est en plein dans un moment polyanien aujourd'hui, donc on voit le peuple qui s'exprime soit par le populisme de gauche ou par le populisme de droite, et qui veut donc que l'État régule et rechange les règles du jeu. Mais on voit bien aujourd'hui que ça ne marche pas. Et donc la clé pour moi est là aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas rester uniquement ni dans le territoire, ni dans la nation. Il faut aussi opérer translocalement et transnationalement. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ce balancier Live se fait pas non seulement au niveau de l'État-nation, où il ne marche plus, mais il doit se faire à un niveau de pouvoir plus élevé. Et donc aujourd'hui, il y a quand même énormément de ce genre de pulsion qui se fait jour. C'est-à-dire qu'il y a, on va prendre la permaculture. La permaculture est tout à fait locale. On fait de l'agriculture chez soi, dans un terrain, etc. Mais en même temps, toute l'infrastructure de la permaculture aujourd'hui, elle est déjà transnationale. Donc pour avoir des certificats, pour apprendre, on est en communication avec une communauté mondiale. Donc à mon avis, c'est là aussi qu'on doit créer du pouvoir. Je donne un autre exemple. Donc,
mutualiser, c'est ce qui va nous sauver en tant que civilisation. Donc, créer des communs, je donne un exemple. Une association de voitures partagées à Gand qui s'appelle Dégage, avec 130 voitures pour 1300 personnes. Une voiture partagée a remplacé 9 à 13 voitures privées. Donc au niveau thermodynamique, ça fait, je ne suis pas bon mathématiquement, mais disons 80% de moins de matière et d'énergie pour avoir le même résultat, donc la même liberté de transport. C'est énorme. Donc, ça ne va pas marcher. Ça, c'est pas le genre de localité, de territoire qu'on doit avoir. Ce qu'on doit avoir, c'est que les villes vont se mettre ensemble, comme au Moyen-Âge, les ligues hanséatiques, et vont créer ce qu'on peut dire en anglais, Global Open Design Depositories, donc des hubs de logiciels de mutualisation pour toutes les grandes fonctions qu'on a besoin dans nos villes et dans nos territoires ruraux. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est particulier à la France, on ne parle que de territoire. À mon avis, j'entends partout parler de territoire, mais j'entends jamais parler de ces niveaux différents, de cette transnationalité et de cette translocalité qu'on a besoin aussi d'avoir en tête quand on fait des projets orientés communs. Alors peut-être, puisque c'était la séance inaugurale, peut-être, comme Patrick dit, on ne peut pas répondre à toutes les questions, peut-être qu'on peut essayer, concernant l'association, chacun d'entre vous, de donner une réflexion, une suggestion pour la suite des conférences Fair System. Est-ce que c'est une bonne idée ou autre chose, Isabelle? En fait, pour rebondir à ce que vous disiez, ce que disait Michel, j'aimerais vous parler d'une initiative incroyable qui s'appelle Common Earth, common.earth, qui est celle du Commonwealth, qui a été, en fait, c'est une histoire. Il y a 3 ans, la secrétaire générale du Commonwealth a cru à l'économie régénérative. Et elle m'a demandé d'architecturer ça. Et en fait, évidemment, moi toute seule, on était 2, c'était pas possible. Et on a justement fait appel à ça. D'ailleurs, Michel, tu avais été invité. Où tous nos réseaux sont extrêmement bien maillés au niveau international. C'est très difficile de savoir ce qui se passe à un niveau local, qui fait de la permaculture, qui fait du pair à pair, qui fait de la monnaie, etc. Par contre, le réseau du pair à pair se connaît internationalement, la permaculture se connaît internationalement, etc. etc. Et bien là, ça y est, on espérait sortir ça en 6 mois, maintenant il a fallu 3 ans, même au niveau du Commonwealth. Et ça vient de sortir, il y a une plateforme, etc., common.earth, et c'est une institution internationale qui est allée chercher les petits pour qu'ils co-créent le système, qu'ils fassent système, qu'ils fassent émerger toutes les initiatives du niveau local pour ensuite les relayer. Et la plateforme vient de sortir il y a 3 jours. Common.earth. Our Common Earth. Donc il y a de l'espoir. Ah non, je ne dirais pas le contraire. Moi, je dirais un mot en écho à ce qu'avait été notre échange au début sur la question du langage. Et ça fait écho, y compris à la question des mafias, etc. C'est-à-dire, il faut redonner au terme de bénévolat son vrai sens. Bénévolat, ça ne veut pas dire du tout non-rémunération. Bénévolat, c'est l'orientation bénéfique de la volonté. Donc le contraire du bénévolat, ce n'est pas le salariat. Le contraire du bénévolat, c'est ce qu'on peut appeler le malévolat, voire le malfravolat. Il y a un secteur mondial du malévolat avec l'économie du crime, l'économie des traites humains, etc. Et donc construire, y compris à l'échelle planétaire, une bourse des vraies valeurs, en entendant le terme de valeur dans son vrai sens qui veut dire force de vie, et qui permettrait une cotation citoyenne des différentes organisations, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient administratives, etc., sur la base de ce qui est normalement la question initiale de la comptabilité, qui n'est pas est-ce qu'il y a de l'argent ou est-ce qu'il n'y en a pas, mais où sont les activités bénéfiques. Bénéfique, ça veut dire activité bénéfique, source de bienfaits, et où sont les pertes. Et pertes, ça ne veut pas dire solde monétaire négatif, ça veut dire
perte de valeur au sens de force de vie. Donc il y a perte quand il y a destruction de valeur. Moi, c'est ce qui m'avait conduit dans mon rapport Reconsidérer la richesse à proposer des alertes pour risque de dépôt de bilan écologique ou risque de dépôt de bilan social quand il y a des seuils d'insoutenabilité écologique ou sociaux. Et bien, se réapproprier ces termes face à la novlangue de l'économisme, ça fait partie, à mon avis, d'une résistance créative. En conclusion, en ouverture, en même temps, j'ai envie de faire le parallèle avec un peuple premier que je connais par l'intermédiaire de mon ami Eric Julien, les Gogi. C'est intéressant de voir que nous avons une économie souterraine énorme. D'ailleurs, si vous connaissez un peu Internet, en fait, ce que nous utilisons d'Internet, c'est le haut d'un iceberg. Tout le reste, nous ne le connaissons pas et c'est tout le bas de l'iceberg. Et c'est toute cette économie malfrat et autres qui existe. Et ce qui est questionnant, c'est de se dire comment une société, une civilisation peut avoir inventé ça. Et ça, c'est toutes nos civilisations qui sont là-dedans, hein, du chinois à n'importe lequel autre. On a tous cette structure avec toute une économie dont on ne parle pas et effectivement qui joue quand même beaucoup. Mais par contre, chez certains peuples premiers, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que toute la société, ensemble, se soucie de celui qui va faire un délit. Et toute la société se dit, là on a loupé un truc, s'il y a quelqu'un qui a besoin de s'éloigner du groupe et de la norme, au point de faire un délit, c'est qu'on n'a pas su tisser suffisamment ensemble un chaudron, ça c'est mes mots, de qualité pour l'accueillir. Donc eux, ils ne font pas des prisons, ils reposent tous ensemble pour réintroduire la personne divergente. Voilà, donc ça questionne quand même sur nos civilisations. Pas étonnant qu'elles s'effondrent. Bon, avant de passer la main pour la conclusion, moi, mon objectif principal, c'est là-dessus où je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, c'est effectivement d'essayer de favoriser l'appropriation, la réappropriation du pouvoir d'agir. Et c'est vrai que, voilà, je prêche pas en paroisse, mais essayons de créer partout des nouveaux espaces de réappropriation du faire ensemble, comme les Grands Voisins, comme les 5 Toits, comme les Nathan, justement pour pouvoir créer ces archipels et permettre le changement d'échelle. Rebonsoir, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié ce moment de partage. Il faut vraiment clôturer maintenant. On a engagé de rendre les lieux à 22h depuis 6 minutes. Vous êtes invités aussi à prendre la nourriture qu'il reste. On a fait des super brochettes végétariennes pour vous tous. Et vous êtes également invités à 4 points précis dont ma mission est de les communiquer. Vous êtes les bienvenus dans l'organisation du cycle de conférences. Vous êtes notamment invités à remplir le formulaire pour proposer vos solutions et vos idées avec le système de mots-clés qu'on a proposé aux intervenants qui ont joué le jeu. C'est le petit livret qu'on vous a donné. N'hésitez pas à le remplir pour continuer de contribuer à l'intelligence collective. Le 27 novembre, il y a la 2e conférence du cycle mensuel sur le thème « Refaire le web ». Et le cycle de conférence est lui-même un commun. Toutes les énergies sont la bienvenue pour contribuer. Vous pouvez nous retrouver au local de l'oratoire, derrière le bar, au restaurant, le local 27 de la soirée actuelle. N'hésitez pas à passer. Merci encore à tous pour votre participation et bonne énergie dans tous vos projets.